différence d'approche. Bon, c'est tout. Alors, quand on parle de variole, bien évidemment, on est obligé de parler de l'éradication de la variole, parce que c'est quand même le seul exemple de maladie infectieuse que l'homme a réussi réellement au jour J d'aujourd'hui encore à éradiquer. Vous voyez qu'en France, le dernier cas de variole, c'est en Bretagne, à Vannes. Il y a eu encore un phénomène épidémique qui a duré un petit bout de temps, mais qui a entraîné des décès, et parmi le corps médical en particulier, 1955. 1972, c'est le dernier cas en Europe. 1975 en Inde. 1977 dans le foyer le plus important qui est celui de Somalie, avant qu'on décrète en 1980 l'éradication complète, en sachant qu'à partir de là, on va en garder dans certains endroits. Donc cette variole, qui était quand même un fléau considérable en Europe jusqu'au XXe siècle, va s'arrêter grâce à la vaccination, on y reviendra. Alors pourquoi est-ce que ça a été possible? La première raison, et ça c'est une règle habituelle en maladie infectieuse, c'est parce qu'il n'y a pas de réservoir animal. C'est une maladie purement humaine, et par conséquent, toutes les maladies purement humaines sont éradicables, potentiellement. C'est ce qu'on essaie de faire avec la poliomyélite actuellement. Et en revanche, dès qu'il y a un réservoir animal, il n'est pas question, ou quasiment pas question, d'espérer une éradication. En plus, c'est une maladie qui cliniquement se repère assez facilement, surtout dans les zones les plus reculées, donc on pouvait avoir une observante, et l'existence du vaccin, qui est le premier vaccin, qui restera un vaccin tout à fait remarquable, même si pas toujours bien toléré, mais qui en plus n'était pas cher, et l'OMS a pu mettre comme ça en place un plan de vaccination. Les hépatites, alors je vais être très court, mais c'est aussi intéressant de regarder dans les textes, de s'apercevoir que très anciennement, vous voyez en Assyrie, à Ninive, il y a des tablettes qui décrivent la jaunisse. Donc on peut penser, évidemment, ça peut être un ictère cholestatique sur l'ithiase, je suis d'accord. Enfin, on a vraiment le sentiment que on parle d'hépatite virale, et Hippocrate décrit l'ictère catarrhale. Donc, et en plus, il précise que l'épidémie d'hépatite vient avec le vent du Nord. Je ne sais pas pourquoi. Et puis, il y aura toutes les poussées épidémiques favorisées éventuellement par des guerres, c'est ce qui se passera à Saint-Jean-d'Acre, pendant la guerre de sécession aux États-Unis, pendant les guerres mondiales ou la guerre d'Algérie. Et puis j'en viens à une maladie alors un petit peu différente, bien évidemment, qui est très instructive en matière historique, c'est le paludisme. Parce que d'abord, c'est les fièvres. Hein. C'est vraiment la très bonne illustration des fièvres de façon permanente. C'est décrit dans les premiers textes, avec en Inde, chez Hippocrate, les descriptions des fièvres, et ces fièvres récurrentes, et ces fièvres tierces, ou des fièvres quartes. Et étymologiquement, comme vous le savez, paludisme marais qui va donner paludisme en France, alors que c'est malaria, mauvaise herbe, malaria pour les anglo-saxons. Et le paludisme a été quand même très répandu géographiquement dans beaucoup de pays, y compris en Europe, et les Européens transmettront le plasmodium dans certains États du Nouveau Monde, en Amérique du Sud en particulier, là où il n'y avait pas le paludisme et où les anophèles étaient présents. Donc il suffisait d'y introduire l'élément infectieux pour que ça puisse marcher. Et puis on va trouver le traitement avant même qu'on sache à quoi est dû le paludisme. On n'a même pas trouvé le plasmodium, on ne sait pas à quoi c'est dû. On trouve le traitement en 1620 avec la décoction de quina qui deviendra la poudre de la comtesse, c'est-à-dire cette épouse du vice-roi du Pérou qui fait des accès palustres et qui sera traitée par la poudre de quinquina ou poudre des jésuites qui va venir d'Amérique du Sud en Espagne, avant que, dans cette histoire rapide du paludisme, eh bien, on isole la quinine, c'est Pelletier et Caventou qui la synthétisent.
Puis vous voyez que l'histoire est marquée par Maillot, qui est un militaire français qui trouvera les moyens de traiter correctement le paludisme avec des doses correctes de quinine, ce qui n'était pas le cas avant. 1860, c'est Lavran à Constantine qui découvre le plasmodium. Vous avez sa photo, hommage particulier, puisque c'est quand même le pavillon de maladies infectieuses de la Pitié-Salpêtrière. Et la découverte de l'anophèle, Ross, qui découvrira les moustiques, le rôle du moustique, sans préciser que c'est l'anophèle, un Anglais, en 1887. Alors là, c'est vous voyez quelques victimes célèbres, on en trouve alors facilement, il n'y a pas de problème, hein, dans toutes les guerres. Là. Alors Alexandre le Grand, il y a quand même un point d'interrogation, j'y reviendrai, mais sinon vous voyez que de Rome à Alaric, le roi des Visigoths, les Tudors, enfin c'est un peu pêle-mêle entre des célébrités royales, des artistes, beaucoup de gens ont été concernés, y compris Frédéric II de Prusse, qui lui conseille d'aller se traiter, c'était très à la mode à cette période, dans les eaux, et d'utiliser des eaux ferrugineuses pour lutter contre le paludisme. Mais en tout cas, en Europe, en France, hein, on est très, très concernés. Ça, c'est les écrits de citation de Richelieu pendant le siège de La Rochelle. La fièvre ardente des marais m'assaille sans cesse et m'oblige à ne sortir qu'en litière. Alors, c'est des fièvres tierces dues à Plasmodium, sans doute Plasmodium vivax. Hein, c'est pas du Plasmodium falciparum, d'où l'absence de gravité importante. Pareil pour Cromwell, qui rapporte de la fièvre des marais irlandais. En tous les cas, la bataille, la lutte contre le paludisme s'organise. François Ier, qui avait sans doute rapporté de la malaria d'Italie, vous voyez, on dit à ce moment-là, dans les châteaux de la Loire, on grelotte de froid l'hiver et de paludisme l'été. Et donc, à partir de là, on commence à vouloir lutter, on draine les marais, on donne des récompenses pour les soins prodigués, et on assainit les différentes zones. 1793, c'est l'embouchure de la Loire, et on distribue même, Napoléon fait distribuer de la poudre de quinquina pour les villes qui sont encore concernées par le paludisme. Et ça va durer longtemps, hein, puisque 1920, vous voyez qu'il y a encore du paludisme à Vivax, en Sologne et en Camargue. En 1939, dans les Pyrénées-Orientales, il y a encore des cas décrits à partir sans doute de réfugiés espagnols. Et ça va durer jusqu'en 1940, puisque les derniers cas de paludisme officiellement repérés au nord de la Loire, c'est pas loin, la Croix de Berny, 18 cas autochtones. Bon, depuis, il est réapparu quelques cas décrits, c'est anecdotique. Voilà. Syphilis. Syphilis, ça va, je vous lâche pas trop, hein, parce que c'est un peu, je veux pas paraître catalogue. Oui, il faudrait que je passe en diaporama. Bon. Syphilis, alors on retrouve Frescator, qui s'est intéressé à cette maladie. On décrit dans les métamorphoses d'Ovide l'origine de la syphilis. Alors c'est là encore Apollon, le responsable, qui avait puni Syphilus, qui était un berger, qui semble-t-il avait des conduites qui n'étaient pas considérées comme parfaitement orthodoxes, si je puis dire, et qui a donc contracté la syphilis. Et dû à des très petites créatures, dit Frescator, passant de l'un à l'autre. Joli. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de l'extension, ce type de pathologie est dû aux autres, automatiquement. C'est-à-dire quand c'est le mal de Naples pour les Français, c'est le mal français pour les Italiens, c'est le mal serpentin pour les Espagnols, c'est le mal castillan pour les Portugais, c'est le mal anglais pour les Écossais, c'est le mal allemand pour les Polonais, c'est le mal polonais pour les Russes. Les Arabes se mettent c'est le bouton des Francs, c'est un peu différent, mais ça vient quand même des Francs. Donc c'est automatiquement son voisin à qui en général on en veut. Alors, tuberculose, c'est aussi une histoire intéressante parce que c'est ancien, comme je vous l'ai dit, on trouve des traces. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on trouve des traces très anciennes dans les tuberculoses osseuses, etc. Donc on a des
des traces anatomiques. De même, dans les momies égyptiennes, on a des traces d'infection tuberculeuse. Et c'est Hippocrate qui propose le terme de phtisie, qui correspond à dépérissement et consomption. Aristote suspecte son origine infectieuse, qui est quand même contagieuse, qui est pas mal. Et on arrive ensuite au grand de l'histoire de la tuberculose, Laennec, Koch, avec la mise en évidence en 1882 de Mycobacterium tuberculosis. Le premier sanatorium, 1859. Et problème de santé publique décrété en France, c'est la loi Léon-Bourgeois de 1908 à 1920. Calmette et Guérin essaient de mettre en place une vaccination à partir d'un bacille qui est cultivé et qui est atténué progressivement par des passages successifs sur pommes de terre glycérinées. Et puis, vous voyez qu'il faut attendre 47 pour qu'on commence à avoir un traitement efficace. La streptomycine, c'est 47 dans une méningite tuberculeuse de l'enfant. Et en 1998, on séquence la bactérie. Alors, à travers cette photo, ce que je veux vous montrer, c'est un petit élément anecdotique, c'est que c'est là où on voit l'importance du terrain. Et si je vous montre ces tombes, là, c'est dans des cimetières français. Dans les années 1880-1900, où les gens circulaient peu, si vous avez la curiosité d'aller dans les cimetières des campagnes profondes françaises, on voit très bien, il y a des tombes où il y a des familles, ils sont morts à 1 an, 2 ans, 6 ans, 23 ans. Et puis, il y a des familles à côté qui vivaient dans les mêmes conditions, où, vous voyez, machin, 82 ans, monsieur machin, 78 ans. Ils sont tous morts. Donc, et pourtant, ils avaient le même environnement, les mêmes conditions de vie. Donc, il y avait des familles, et on le sait maintenant, il y a des terrains qui sont susceptibles vis-à-vis du bacille tuberculeux, alors d'autres que sont complètement résistants ou moins sensibles à l'action. Et ça, c'est quand même intéressant. Et ça a été bien montré avec la tuberculose. Ça, c'est pour la lutte antituberculeuse qui commence avec l'ANEC. La grippe, pour faire un peu d'études de l'origine du mot grippe, on dit que ça vient du terme francisque qui est grippe, G-R-I-P, qui veut dire griffe. Et on va retrouver en allemand greifen, saisir, agripper. Et puis influenza di freddo, influencé par le froid, d'où le terme de flou pour les anglo-saxons. La notion de virus filtrant, c'est en France avec Dujarric de la Rivière qu'il décrit au début vers les années 1900. Et le premier virus isolé, c'est 1933, je vous l'évoquais tout à l'heure, pour le virus A, puis les autres qui vont suivre derrière. Les premières descriptions d'épidémies ou de grandes épidémies de grippe, c'est probablement 1510, où on appelle ça une coqueluche, mais le descriptif ne colle pas avec ce qu'on appelle la coqueluche. Puis vous voyez se succéder des épidémies successives de gravité en général importante, parce que c'est celle qui justifie ces descriptions, jusqu'à bien entendu la grande pandémie de 1918 de grippe espagnole qui va être particulièrement ravageuse. On a eu l'occasion de le répéter dans ces dernières années, avec des morts célèbres, Guillaume Apollinaire, Rostand, Klimt, Schiller, et cette succession de pandémies derrière jusqu'à celle de 2009, sur laquelle je n'insiste pas. Vous voyez qu'en 1918, on se protège déjà et que le port du masque est considéré comme parfaitement justifié. Ça, c'est aux États-Unis. Et puis donc, cette succession de pandémies qui vont, durant le siècle dernier, aller de 1918-1957, avec ces différents éléments, jusqu'à ce début de notre siècle. Alors oui, juste un mot pour dire qu'en matière de grippe, la modestie s'impose d'autant plus que toutes les prévisions sont en général déjouées, et que là,
On avait prévu, bien entendu, une épidémie due à un virus d'oiseau, H5N1, et on a eu une origine porcine, H1N1. On avait bien expliqué que tout venait de l'Est, toujours. Et donc là, elle est venue de l'Ouest. On craignait une grippe qui tuerait beaucoup, et on a eu une grippe qui a fait très peu de morts. On devrait tous en être contents, mais manifestement, il y a beaucoup de gens qui l'ont regretté. Cette grippe aurait dû tuer, et elle n'a pas tué, ce qui est quand même scandaleux. Et puis, je vais quand même vous parler de l'histoire plus récente, mais qui est aussi instructive, parce qu'elle est fondamentale, c'est le VIH. Ça, c'est des coupures c'est des couvertures de presse de l'époque. C'est au moment de 1980. Je ne peux pas lire exactement la date, mais c'est 83 ou 84. L'événement du jeudi, les marchands de trouille. Ça montre bien l'ambiance dans laquelle apparaissait l'infection à VIH, avec toute cette description chez les homosexuels, et quasi exclusivement chez les homosexuels au début. En France, le premier cas, c'est 1981 à l'hôpital Claude Bernard. Un malade qui est venu de Tenon, qui a été transféré à Claude Bernard pour une pneumocystose pulmonaire. Ce monsieur venait des Antilles, des grandes Antilles. Il était disc-jockey français. Et il avait un truc absolument incompréhensible. Une insuffisance respiratoire, il allait mal, les pneumologues lui ont trouvé une pneumocystose et puis ils l'ont passé à Claude Bernard parce qu'ils disaient c'est pas normal de faire une pneumocystose comme ça. Quand on a une pneumocystose, c'est qu'on est immunodéprimé. Bon. Et on ne savait pas pourquoi il était immunodéprimé. Il est mort à Claude Bernard et c'est parce qu'on avait mis du côté du sérum qu'on a pu vérifier secondairement quand on a trouvé le LAV d'abord, le LAV, lymphadenopathique virus, que on a pu faire le rapprochement. Avant qu'en 83 on découvre le virus, c'est Françoise Barré-Sinoussi, ce qui lui vaudra le prix Nobel, avec son patron, mais c'est elle qui l'a trouvé. Et la découverte du VIH2 derrière le VIH1. Et il faut savoir que déjà on savait depuis à peu près 30 ans, mais ça n'intéressait strictement personne, qu'en Afrique, et en Afrique de l'Est, il y avait des gens qui mouraient d'un truc dont on ne savait pas très bien. Ils étaient tout maigres, tout cachétiques, et puis ils mouraient. Et que ça s'appelait le slime, bien entendu, en Ouganda en particulier. Et en fait, c'était déjà les premiers cas de sida. Et ça, c'est décrit en 1950 à peu près. Voilà, bon, jusqu'à la trithérapie. Alors, attends, j'en ai sauté une. Voilà, alors c'est toujours des coupures, je les trouve très belles. Bon, ça, je ne résiste pas au plaisir de vous les montrer. L'Express, Le Point, faut-il avoir peur du sexe, faut-il avoir peur du sida? Vous n'avez pas complètement tort non plus dans l'ambiance de l'époque. Voilà, donc ça c'est l'extension à partir de ce qu'on suppose être le foyer initial qui est la faille de l'Afrique, l'Ouganda, le Rwanda, qui va s'étendre en Afrique, qui va passer, on ne sait pas très bien comment, sur le continent nord-américain, avant d'aller en Europe et de s'étendre après dans le reste du monde. Il y a un mystère sur le passage réel du continent africain au continent nord-américain, avec probablement un passage par Haïti. On a dit qu'il y avait eu la guerre d'Angola qui avait pu intervenir dans ce risque. Alors ça, c'est simplement pour montrer que à partir du moment où on traite et on restaure l'immunité, les lymphocytes remontent et on voit réapparaître des capacités immunes. Ça, c'est les réactivités vis-à-vis des antigènes infectieux. Ici, vous avez la réaction à la tuberculine. Dès qu'on traite, on remonte l'immunité. Et si je le dis, c'est que le sida a permis de bien analyser tous les phénomènes infectieux sur le plan physiopathologique. On a appris énormément de choses grâce au sida et grâce aux thérapeutiques du sida, et avec les progrès qu'on connaît. Ça, c'est la dose quotidienne qu'avaient les premiers malades traités par le sida. Ils étaient contents, ils ne mouraient plus.
Mais enfin, c'était quand même... On comprend qu'ils étaient assez facilement anorectiques, parce que quand on voit ce qu'il fallait avaler, sachant que maintenant, en bas, on est à 1 comprimé par jour pour traiter l'infection à VIH. Donc c'est vraiment très, très progrès. Bon, je vais passer sur les nouveaux virus, parce que je ne vais pas vous embêter avec trop de trucs, mais sachez qu'on en découvre tout le temps, et que grâce au progrès de la virologie, on arrive à analyser des choses qu'on constate, les fièvres de Hantan, par exemple, qui a été découverte aux États-Unis, ou enfin pas découverte, excusez-moi, signalée aux États-Unis avec une analyse qui a permis l'isolement du virus, mais sur un truc qui était connu avant, et jusqu'au SRAS, qui est sans doute la dernière, qui a permis d'obliger les laboratoires du monde entier à travailler ensemble pour isoler dans les meilleurs délais un virus responsable d'un phénomène infectieux épidémique grave. Le 12 mars 2003, quand l'OMS lance l'alerte, eh bien, tout le monde s'y colle pour que, très vite, on isole. Alors le SRAS qui est né de cette zone de la Chine, dans la région de Canton, les premières sont des pneumopathies dont les Chinois disent que c'est d'origine bactérienne, que les malades meurent. Mais en Chine, ça n'a strictement aucune importance. Donc tout le monde s'en fiche, jusqu'au jour où il y a un médecin de Canton, néphrologue, qui va en congrès à Hong Kong et qui va tomber malade à Hong Kong. Il va se mettre à tousser dans l'ascenseur de l'hôtel dans lequel il est, et autour de lui, il y a une hôtesse de l'air qui s'en va à Singapour, il y a un homme d'affaires qui part sur Hanoï, il y a un couple de retraités en vacances qui retourne à Toronto, et pof, l'épidémie se développe à Singapour, à Hanoï, à Toronto. Et donc, épidémiologiquement, c'est très intéressant. Il fallait une atmosphère confinée, l'ascenseur, qu'un monsieur malade tousse abondamment pour expectorer ou envoyer des postillons riches de virus, et qu'à ce moment-là, il suffisait finalement de peu de personnes contaminées pour aller les répandre dans les... Donc épidémiologiquement, c'était très intéressant. Et au-delà de ça, alors bon, je passe là-dessus, ce que je viens de vous raconter, au-delà de ça, c'est cette découverte rapide d'un virus à travers des prélèvements qui seront envoyés dans différents laboratoires du monde, et c'est là où les succès de la technologie moderne va permettre de trouver un virus qui était inconnu dans une famille pourtant bien connue, et qui va provoquer ce phénomène épidémique qui va d'ailleurs s'arrêter. Finalement tout seul. On a dit que on avait envoyé des gens, des machins, etc. Oui, d'accord. Mais il y a une situation climatologique vraisemblablement qui a favorisé l'arrêt en Asie et un peu plus difficile au Canada. Alors, pour synthétiser, ce qui est peut-être intéressant, c'est de voir à chaque fois qu'il y a des phénomènes contagieux épidémiques importants, on apprend des trucs. La contagiosité à travers la peste, le choléra, l'exclusion, comme je l'ai dit, à travers la lèpre, l'importance d'une vaccination qui permet une éradication de maladies infectieuses, c'est la variole, les tuberculoses qui nous en a appris énormément sur les études anatomocliniques, c'est la naissance de la médecine anatomoclinique, avec aussi le terrain. La tuberculose, c'est le terrain. Le terrain, je vous l'ai dit, à travers les tombes de tout à l'heure, mais le terrain, c'est le romantisme, la dame aux camélias. C'est ce que décrivait Laennec. Je n'ai pas cité sa phrase exactement, mais il disait « Je ne connais pas de tuberculose plus sévère que ces jeunes filles tristes qui s'ennuient », c'est vrai, et qui déclenchent des tuberculoses, même s'il y a aussi le phénomène misère, pauvreté, surmenage, etc., qui vont perturber l'immunité et les moyens de défense de l'organisme à l'encontre d'un agent infectieux. Voilà, la grippe, je retiendrai surtout la modestie, puisque comme je vous ai dit, on se trompe tout le temps. Le VIH, toute la physiopathologie, tout ce qu'on affirmait en maladie infectieuse a été démontré par le sida. Les capacités des anti-infectieux qui n'est valable que si l'immunité existe, par exemple, c'est un des éléments importants.
Voilà. Alors, à travers des sources anciennes, je voulais vous montrer un petit peu ce que les textes anciens pouvaient montrer. Vous voyez que les Chinois ont écrit des trucs où vraisemblablement on parle déjà d'épidémie et de traité. Il y a un traité sur la fièvre typhoïde. Au XIe siècle, c'est eux qui mettent au point la variolisation, avant même qu'on imagine la vaccination. Quand on regarde des textes égyptiens sur les désinfectants, le paludisme, alors vous voyez les Hébreux avec la Torah sur les contrôles, les Perses qui utilisent l'alcool comme désinfectant. La Grèce, je l'ai dit tout à l'heure, JE1. Rome, c'est pas terrible, finalement, en maladie infectieuse. La seule chose, c'est qu'ils ont vu l'importance des évacuations d'eau. Les égouts, c'est important. Oui, c'est très important. Et puis, le Moyen-Orient, Avicenne et l'introduction de la quarantaine que j'évoquais tout à l'heure, je vais peut-être accélérer. Et à travers les grands médecins, il faut quand même rendre hommage. Hippocrate, c'est déjà fait. Érasistrate en Égypte, avec la description à Alexandrie des syndromes des fièvres. Galien, il n'y a pas grand-chose à dire. Je dois rendre un hommage à Génère, j'y reviendrai. Yersin, on l'a évoqué. Corps. Ramon, sur les anatoxines. Là aussi, on reparlera dans les vaccinations. C'est un grand monsieur. Lavran, et puis Fleming, j'y reviendrai aussi, qui était un monsieur extrêmement modeste, Fleming. Comme vous le voyez, quand on lui faisait parler de la découverte de la pénicilline, il disait « ce fut un accident, un pur accident ». Et puis ensuite, à la réception de son prix Nobel en 1945, il a dit « j'ai été accusé d'avoir inventé la pénicilline ». Pasteur, bon, j'ai tellement raconté de choses déjà que je ne sais pas si on doit s'arrêter beaucoup sur un grand monsieur. C'est quand même lui qui a quand même fait assurer le grand tournant de tous les concepts en maladies infectieuses, en mettant à bas définitivement la génération spontanée. Mais encore fallait-il le démontrer et ne pas avoir trop de personnes pour vous embêter dans les affirmations qu'il donnait. De même que pour la vaccination, c'était pas simple. Et à travers les personnes, juste aussi quelques petits clins d'œil de l'histoire. Alors, c'est à travers, c'est le seul élément qui n'est pas infectieux dans mon topo, c'est à travers David et Goliath. Voilà, le petit qui attaque et qui tue le grand. Alors, j'ai pris ça, il y a un médecin, un néphrologue, je crois, américain, qui s'appelle Goldblatt, qui a beaucoup travaillé sur les relations entre l'histoire et les maladies, en général, et c'est lui qui avait évoqué, en disant, pourquoi est-ce que ce petit bonhomme tue cet énorme... Eh bien, réponse, Goliath avait une acromégalie, donc c'est un géant, et ayant une acromégalie, automatiquement... il a eu à un moment donné une hémianopsie bitemporale, ce qui fait que David est arrivé, et on le représente toujours sur le côté avec sa fronde, sur le côté de Goliath, il ne l'a pas vu arriver, et un coup de fronde, tac, et le géant était mort. Alors je trouve ça très joli, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est assez satisfaisant. Alors bon, les grands victimes, il y a Périclès. Périclès est mort de la peste. Alexandre le Grand, alors là c'est moins sûr, hein. On met paludisme en premier, mais c'est pas sûr du tout. On a toujours dit que Louis IX était mort au siège de Tunis de la peste. En fait, c'est vraisemblablement pas vrai. C'était plutôt un syndrome dysentérique, donc salmonelle, shigelle ou autre. La Suède dont je parlais tout à l'heure, en Angleterre, Anne Boleyn en a été victime. Et je vais vous reparler de François II. Marie Stuart a fait la variole, mais elle en a guéri, parce qu'elle est morte raccourcie. Louis XV, je vais vous en reparler. Et Mirabeau, qu'on représente, je ne sais pas si vous le voyez, là, la flèche s'est placée toute seule, mais bien. Il a été représenté toujours avec des séquelles, qui sont des séquelles
de variole. Alors ça, c'est la description écrite, là encore un petit texte, de Alexandre Plutarque, qui décrit la fin d'Alexandre le Grand, et c'est là où on s'aperçoit que ça peut être du palu, mais ça peut être autre chose. Ça peut être une fièvre typhoïde, ça peut être autre chose, donc c'est très discuté. En tous les cas, c'est bien, c'est joliment décrit, je ne vais peut-être pas trop m'attarder. Pour François II, alors François II, il fait une otite. Et comme il peut arriver, à la suite de l'otite, il fait le 16 novembre 1560 une syncope, et on appelle Ambroise Paré. Et Ambroise Paré propose une trépanation. Okay. Et Catherine de Médicis refuse, François II meurt. Je n'en fais pas une relation, mais Catherine devient régente. En politique, il faut toujours se méfier. Et quant à Louis XV, lui, c'est aussi à travers des descriptions qui sont assez belles sur des. Vous voyez que le 26, ça va assez vite. 26 avril, 1774, il est pris de frisson à Trianon. Maux de tête, malaise, courbature très très important, des rachialgies souvent très importantes dans la variole, prostration. Le 30, il a l'éruption vésiculeuse. Le 5, tout ça s'étend, il délire et il meurt. Et dans les personnes qui sont mortes ou qui ont été très concernées par, eh bien, vous voyez dans quelques exemples, Laennec est mort de tuberculose, à force de s'y intéresser. Maupassant, la syphilis. Apollinaire, la grippe maligne. Les grippes malignes, d'ailleurs, s'appellent le syndrome d'Apollinaire. Roosevelt, la poliomyélite. Hélène Keller, donc ça illustre encore une anglo-saxonne qui a été handicapée par la scarlatine, avec une surdité post-scarlatine très importante. Voilà, et Gogol, la fièvre typhoïde. C'est quelques exemples. Oui, alors, un petit mot. Alors, quand on parle de colonisation, là aussi, il faut faire très attention actuellement dans le politically correct. Je voulais, de façon un peu provocante, vous dire que de temps en temps, la colonisation avait eu du bon. Et elle a eu du bon, en particulier grâce au service de santé des armées, et qu'il y a eu beaucoup de choses de fait de très positifs en maladies infectieuses dans un certain nombre de pays qui ont été, entre guillemets, colonisés, soit par les Anglais, soit par les Français. Et que le contrôle de grandes épidémies a été fait à cette période, que l'éradication de la variole, la première dans le monde, c'est en 1914 à Madagascar, et que vous voyez que les instituts qui sont restés, d'ailleurs les instituts Pasteur à Saïgon, à Hanoï, à Dakar, ont été mis en place à ces périodes par un certain nombre de médecins coloniaux, comme on disait, et il y a Lavran qui a travaillé à ce moment-là sur le paludisme, Yersin la peste, on l'a déjà vu, Jameau dans les colonies anglaises qui avait, pour la maladie du sommeil, dit « je réveillerai l'Afrique ». Et effectivement, partout où Jameau a fait des actions, la trypanosomiase a régressé. Et malheureusement, c'est avec les éléments d'indépendance que la trypanosomiase est revenue en force dans ces différents pays. Mais vous voyez qu'il y a un certain nombre de choses avec un monument, c'est celui qui est à Gorée au Sénégal, en hommage au service de santé des armées. Et donc on sait très bien que tout ce qui va être guerre et infection sera comme ça illustré, que ce soit avec le paludisme, avec la peste, la variole, et des choses qui sont par exemple, je ne vais pas tout illustrer, parce que peut-être le temps, la tularemie. Pendant la bataille de Stalingrad, les Russes ont décidé d'attaquer les troupes allemandes en envoyant du bacille de la tularemie. Et c'est là où c'est un des grands dangers du bio-attaque ou bioterrorisme, c'est l'effet boomerang. C'est-à-dire qu'ils ont balancé le bacille de la tularemie et le vent a tourné. Et tout est retombé sur l'armée russe. Voilà. L'arroseur arrosé. Absolument.
Bon, donc ça, c'est quelques illustrations aussi à travers différentes situations de guerre où le rôle, par exemple, du paludisme a été important. Et c'était reconnu, là aussi, dans cette guerre avec les agents infectieux. Napoléon écrivait « Mieux vaut donner la bataille la plus sanglante que de mettre les troupes en un lieu malsain ». En l'occurrence, évidemment, les marais et les stratèges savaient très bien qu'il fallait faire en sorte que l'ennemi s'installe en zone marécageuse. Meilleure façon d'aboutir à la victoire. Bon, ça, je reviens au siège de Caffa. Vous voyez ces catapultes qui balancent des cadavres de pestiférés dans les villes assiégées. Ça marche très bien. La variole, ça c'est encore la perfide Albion, qui distribuait aux Indiens favorables aux Français pendant la conquête du Canada des couvertures avec des croûtes de varioleux. Ça marchait également très bien, puisque je vous l'ai dit, les Indiens sont très sensibles à la variole. Ils faisaient tous des varioles, et c'est comme ça que la France a perdu le Canada. C'est pas sûr. Et puis, bon, dans ces guerres bactériologiques, ce monsieur a été tristement célèbre pour avoir fait des expérimentations pendant la Deuxième Guerre mondiale sur des prisonniers, en Mandchourie en particulier. Et donc, ça, c'est toute cette guerre avec des agents infectieux. Ici, une île d'Écosse qui a servi d'expérimentation avec le bacille du charbon et qui continue à avoir du bacille du charbon. Elle a été tellement contaminée par les expérimentations faites dans la guerre bactériologique qu'elle est toujours, à ce jour, inexploitable. Et puis on arrive à du plus récent avec la guerre avec le virus de la variole. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le virus de la variole a été conservé par les Américains et par les Russes, au moins, peut-être d'autres, mais qui ne l'ont pas déclaré. En tout cas, les autres ont été chargés d'éradiquer complètement et de détruire leur stock. Et il y a eu du virus maintenu. Et en particulier, les Russes ont fait tout un programme qu'ils ont appelé biopréparate, d'organisation de défense avec des quantités de virus analysés, explorés, dont du virus de la variole qui faisait en quantité vraiment industrielle. Et avec une île qui est maintenant interdite, qui a été fermée, mais qui s'appelait, je ne vous le dirai pas parce que c'est trop compliqué, mais qui veut dire l'île de la Renaissance, qui est quand même aussi dans l'ironie assez bon. Et à force de travailler, ils avaient même déclenché un phénomène épidémique qu'ils n'ont pas contrôlé à partir de charbon et qui a entraîné une contamination dans la région avec 59 000 victimes, ce qui n'est pas tout de même négligeable. Et voilà, ça c'est Novosibirsk, qui est dans le centre de la Russie, où il y avait ces stocks de virus. Puis ça va jusqu'à plus récent. Je ne ferai pas de commentaires non plus sur est-ce qu'il y avait du chimique peut-être, mais en biologique, on ne sait pas très bien. Alors jusqu'où va la désinformation. Et à ce moment-là, d'ailleurs, au moment début de la guerre d'Irak, il y avait ça, je ne sais pas si certains s'en souviennent, dans le métro parisien. Je trouvais que l'affiche était très belle. Elle n'a pas fait beaucoup de bruit, malheureusement. Enfin, c'était joli comme proposition pour relancer la lutte anti-palu. Donc je vais aller peut-être un peu plus vite, non? Tu me dis, parce que... bon, le grand tournant, c'est simplement pour vous exprimer maintenant les moyens de lutte. À partir du moment où on va rentrer dans le phénomène, c'est pas des agents comme ça qui apparaissent avec l'air du temps, eh bien, c'est plus la génération spontanée. À partir de Pasteur, il va y avoir une découverte, mais en rafale, de tous les agents infectieux bactériens, avec des découvertes qui se succèdent, comme vous voyez ici, et essentiellement en bactériologie. Avec en conséquence une remise en situation de tous les phénomènes infectieux, avec une redéfinition des maladies, avec une réexplication des atteintes méningées, septicémiques, et en première conséquence pratique, bien évidemment, la mise en place de l'hygiène. Alors, en 1862, ce monsieur qui s'appelle Grisol, qui était professeur de thérapeutique, il devait être célèbre parce qu'il avait une salle à Laennec, alors à l'hôpital de Laennec. Donc,
a redéfini d'ailleurs de façon assez curieuse, je vous le montre, je ne vois pas très bien la logique de ça, un reclassement des maladies, dont les maladies infectieuses, avec les fièvres, les inflammations, les sécrétions morbides, vous voyez, on est encore en 1862, et les névroses, dans lequel on trouve tétanos, coqueluche et rhumatisme articulaire. Alors allez savoir pourquoi. Bon, il y a des tentatives en tout cas, et puis c'est là où on commence à l'analyse, cette fois-ci plus des fièvres, mais de la fièvre avec le thermomètre. Et même si Avicenne avait déjà dit qu'il fallait mesurer la température du corps, eh bien, la mise en place du thermomètre est assez récente et rectale en particulier, difficile à faire admettre. Protection, oui, et il est parti, là, c'est dommage, parce que l'Iranien aurait peut-être apprécié c'est Persépolis, et vous voyez que le messager, vraisemblablement, qui est chargé d'aller rapporter à des autorités manifestement plus importantes, met la main devant sa bouche pour éviter de transmettre les miasmes dont il pourrait être porteur. Ça, c'est un relief. Bon, ça, c'est très classique, donc je vais passer sur les masques. Puis vous voyez qu'on a abouti à une utilisation plus récente des masques, voire même éventuellement proposition d'élégance dans une certaine mesure. Ceux-là, ils n'ont pas tellement marché pour le moment. Enfin, on ne sait jamais. Et puis ensuite, donc, au-delà de cette protection mécanique, ce sont les antiseptiques. C'est la notion d'antisepsie qui prévient, antisepsis signifie qui prévient la putréfaction. Lister, en 1864, qui essaie la désinfection des plaies avec de l'acide phénique, les antiseptiques chimiques et la généralisation de l'antisepsie. Donc, il faut non seulement désinfecter, ça c'est très vite la notion qui apparaît 1886, mais de travailler avec du matériel stérile. Ça c'est une avancée majeure, et c'est Pasteur qui l'écrit à travers les lignes que vous voyez là. Une antisepsie, asepsie et hygiène seront donc à ce moment-là les progrès réels et efficaces de la médecine. Donc profiteront de ces mesures. Merci. Profiteront de ces mesures les chirurgiens, bien évidemment. La prévention d'un certain nombre de pathologies à travers les accidents, etc. La traumatologie, c'est les gangrènes gazeuses. Et puis, en obstétrique, la fièvre puerpérale, les fièvres puerpérales, qui vient de puère-enfant, due au streptocoque A, et dont certaines victimes sont marquées là, Lucrèce Borgia et Jeanne Seymour dans les Tudors, en mettant au monde le futur roi Édouard VI. Et bien entendu, c'est Semmelweis en Autriche qui montre l'intérêt et l'importance du lavage des mains pour éviter le transfert de streptocoque d'une femme accouchée à une autre et un risque de voir apparaître une épidémie de fièvre puerpérale, dont voici une illustration en 1847. Bon, on va passer. Alors, c'est là où on voit commencer à apparaître les premiers traitements anti-infectieux non antibiotiques, non antiviraux, mais avec des différentes choses. Les sels de mercure pour la syphilis, alors, avec ce qu'on écrit à l'époque, une nuit avec Vénus, toute la vie avec Mercure. Pas mal, bon, enfin bon. Traitement de la lèpre en Inde avec des huiles particulières, l'utilisant des premiers colorants qui ont des vertus anti-infectieuses, mais par l'action purement toxique du produit, et qui seront utilisés en parasitologie. C'est la première fois qu'on lutte contre des parasites. Et puis c'est l'apparition du bismuth, qui lui aussi a des vertus anti-infectieuses. Bon, ça c'est une petite illustration sur la tuberculose en 1895, avec là aussi la lutte contre la tuberculose et la phtisie. Et puis apparaissent les antibiotiques. Alors dans les antibiotiques, c'est des moisissures. On avait remarqué un certain nombre de choses qui vont permettre l'apparition des antibiotiques.
Et on revient à l'antagonisme bactérie-champignon. Et c'est là-dessus que Pasteur et Joubert vont commencer à imaginer les possibilités d'antibiothérapie. Et on s'aperçoit que des extraits bactériens également empêchent le développement d'autres bactéries. On sait très bien que les bactéries ensemble, elles ne s'aiment pas tellement. Donc quand il y en a une, elle empêche la multiplication d'une autre. Le tout est de développer les bonnes bactéries à l'encontre des mauvaises. Et on s'est vérifié.